Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le livre qui a été sélectionné pour le prix du jury de la SAES et de la FEA et qui s'intitule Le corps grec dans la peinture victorienne, entre idéal et fantasme. Mon intention avec cet ouvrage était de faire connaître au public français une peinture qui est peu connue du public et des historiens de l'art en France. C'est une première monographie sur le sujet de l'Antiquité dans la peinture britannique qui s'inscrit dans des travaux réalisés dans les pays anglophones et en France, mais qui aborde de manière synthétique cette peinture. L'idée est de renouveler la recherche avec un corpus de tableaux très large, avec des peintres parfois peu connus, et en abordant les questions de classification des genres et des styles de l'époque, entre pré-raphaélisme, esthétisme, classicisme, néoclassicisme, symbolisme et peinture de genre. Donc c'est un important travail aussi sur la réception contemporaine, pas uniquement la critique d'art canonique, mais aussi la production dans les journaux et les comptes rendus des revues, que j'ai dépouillé grâce à une bourse SAES et un congé sabbatique de l'Université de Rouen-Normandie. Donc j'ai aussi voulu constituer une archive visuelle, et j'ai regardé beaucoup de tableaux et de sculptures ou vases antiques, et de près, puisque ce travail s'inscrit dans l'approche d'historiens de l'art français comme Daniel Arras sur le détail, ou de Georges Didier Huberman, qui veut ouvrir l'histoire de l'art aux disciplines anthropologiques et psychanalytiques, mais toujours dans un souci de contextualisation. C'est une peinture qui s'inscrit en effet dans le contexte des nouveaux champs épistémologiques à l'époque et dans les avancées de la recherche de l'époque, dans les champs de l'archéologie, la philologie et les études sur la Grèce antique, notamment sur la Grèce archaïque, classique ou hellénistique, occidentale ou asiatique, apollinienne ou dionysiaque, puisqu'il y a des polarités qui sont mises en avant dans cette peinture. C'est le sens du titre, vision idéale ou idéalisée des corps, inspirée de l'art antique ou parfois même de la Renaissance, ou dimension érotique, fantasmatique, voire subversive des corps, qui aborde les thèmes comme la beauté, l'harmonie, mais aussi le désir, la sexualité, l'onirisme, la mort. Ce travail se fonde sur un plan en 4 parties. Dans la première partie, il s'agit de montrer la rencontre entre l'académisme, l'école classique et le mouvement esthétique. La beauté idéalisée, qui s'inspire de l'art de la Renaissance à côté de l'art des sources iconographiques antiques, mais qui s'inspire aussi des idées de l'esthétisme sur les qualités sensorielles en peinture, la synesthésie, les qualités décoratives. C'est une peinture qui témoigne ainsi d'une juxtaposition éclectique d'artefacts bien documentés et d'un intérêt pour l'harmonie, des couleurs et des lignes qui est propre à l'esthétisme. La forme humaine est sensuelle, voire érotisée, mais elle témoigne aussi d'une dimension inquiète, mélancolique. Et l'on voit aussi l'influence du japonisme qui se mêle aux artefacts antiques récemment découverts comme les Tanagra. On voit aussi dans cette peinture une déconstruction des codes de la masculinité et de la féminité, ce qui trouble parfois la critique contemporaine. Les allégories reviennent à l'époque, notamment autour des thèmes de l'amour et de la mort, parfois très mélancoliques. La corporéité des figures est manifeste parfois et s'inspire de la sculpture. Et l'on voit aussi la juxtaposition de thèmes comme les fleurs, mais aussi des représentations de la mort, qui troublent aussi les contemporains. Le deuxième chapitre aborde le retour du nu en peinture, le nu féminin, qui articule de manière paradoxale un discours d'idéalisation et de désexualisation ancré dans la statuaire grecque et dans les théories sur la statuaire grecque, mais aussi une forme d'érotisation dans le contexte victorien, et cela donne parfois lieu à des scandales. Le nu masculin aussi est ambivalent. Il oscille entre un modèle inspiré de la tradition académique, le nu héroïque, viril, glorieux, mais des nus aussi plus androgynes, avec un investissement parfois homoérotique de la part des artistes ou des critiques d'art comme Oscar Wilde. La troisième partie aborde la peinture mythologique avec des représentations de femmes d'Homère dans des portraits intimistes et introspectifs qui représentent les muses des peintres pré-raphaélites, ou des héroïnes tragiques montrées de manière très théâtralisée. Le thème favori aussi est la femme fatale, qui inspire aussi toute la peinture symboliste de l'époque, mais aussi la femme animale, la femme monstrueuse, qui témoigne de clichés sur la femme et d'une forme d'ambivalence sur la sexualité féminine. Et la dernière partie aborde enfin les scènes de vie quotidienne en Grèce, qui témoignent d'une contamination de la part de la peinture d'histoire par la peinture de genre,
à la mode victorienne, très en vogue à l'époque, avec des sujets qui sont parfois sentimentaux, moraux, mais aussi des sujets jugés trop subversifs, qui sont critiqués, car ils montrent des Grecs, et non pas des Romains, et là est tout le problème, qui sont montrés dans des postures avachies, dans des postures non nobles, et des activités réprouvées, et parfois qui témoignent de mœurs sexuelles très scandaleuses à l'époque. On voit aussi des représentations de bacchantes, très à la mode aussi, plus ou moins fantasmées, avec des rituels violents et des fantasmes sur la femme apathique ou la femme hystérique. Je voudrais, pour finir, remercier une fois encore les SUP de leur soutien et Sébastien Porte, mon éditeur, qui a beaucoup travaillé avec moi, ainsi que Christian Millet, qui a, par son graphisme et par son travail sur la mise en place, transformé un document d'HDR en un magnifique objet d'art. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne lecture et surtout de regarder les images avec plaisir.